Bonjour, bienvenue dans mon salon. Pour cette semaine, point de sagesse, pas de philosophie, mais de la littérature sous forme d'un petit jeu de devinettes. Je vais vous lire 3 extraits d'œuvres et, si vous le souhaitez, en commentaire, vous m'écrirez les titres des livres que vous aurez trouvés. Pas d'inquiétude, pour commencer cette rubrique, je vous propose 3 œuvres plutôt simples à trouver, mondialement connues, et toutes les 3 ont été adaptées au cinéma. Il y aura aussi quelques indices dans le texte lui-même, mais aussi en images et au niveau sonore. Je vous souhaite un bon moment d'énigmes littéraires. Le commandant, appuyé sur l'angle de la table, les bras croisés, nous observait avec une profonde attention. Hésitait-il à parler? Regrettait-il ces mots qu'il venait de prononcer en français? On pouvait le croire. Après quelques instants d'un silence qu'aucun de nous ne songea à interrompre, « Messieurs, dit-il, d'une voix calme et pénétrante, je parle également le français, l'anglais, l'allemand et le latin. J'aurais donc pu vous répondre dès notre première entrevue, mais je voulais vous connaître d'abord, réfléchir ensuite. Votre quadruple récit, absolument semblable au fond, m'a affirmé l'identité de vos personnes. Je sais maintenant que le hasard a mis en ma présence M. Pierre Aronnax, professeur d'histoire naturelle au Muséum de Paris, chargé d'une mission scientifique à l'étranger. Conseil, son domestique, et Ned Land, d'origine canadienne, harponneur à bord de la frégate l'Abraham Lincoln de la Marine nationale des États-Unis d'Amérique. Je m'inclinai d'un air d'assentiment. Ce n'était pas une question que me posait le commandant, donc pas de réponse à faire. Cet homme s'exprimait avec une aisance parfaite, sans aucun accent. Sa phrase était nette, ses mots justes, sa facilité d'élocution remarquable. Et cependant, je ne sentais pas en lui un compatriote. Il n'y eut rien de pire cette nuit-là qu'une courte bruine 1 heure avant l'aube. Ils se mirent en route dès qu'il fit plein jour. Le brouillard se dissipait déjà. Ils se tinrent le plus près possible de la rive occidentale et ils pouvaient voir les formes indécises des falaises basses s'élever toujours plus haut, murs sombres dont le pied plongeait dans le fleuve rapide. Vers le milieu de la matinée, les nuages s'abaissèrent et il se mit à pleuvoir dru. Ils tirèrent les couvertures de peau au-dessus des embarcations pour éviter d'être submergés, et ils continuèrent de se laisser porter au fil de l'eau. À travers le rideau gris de la pluie, ils ne voyaient pas grand-chose devant eux, ni sur les côtés. L'averse ne dura pas longtemps toutefois. Le ciel s'éclaircit lentement, puis, soudain, les nuages se défirent et leurs franges traînantes s'enfurent peu à peu en amont vers le nord. Brouillards et brumes avaient disparu. Devant les voyageurs s'étendait un large ravin, au grand côté rocheux duquel quelques arbustes s'accrochaient sur des saillies et dans d'étroites crevasses. Le lit se resserra et le courant devint rapide. Ils filaient à présent sans grand espoir de s'arrêter ou de se détourner, quoi qu'ils pussent trouver devant eux. Ils avaient au-dessus de leur tête une étroite bande de ciel bleu pâle. Autour d'eux, le fleuve tout obscurci, et devant eux, noirs, bouchant le soleil, les collines des 1000 muiles dans lesquelles nulle ouverture n'était visible. Point ne m'étonnait que le mystère des crimes tournât autour de l'abbaye.
Pour ces hommes voués à l'écriture, la bibliothèque était à la fois la Jérusalem céleste et un monde souterrain aux confins de la terre inconnue et des enfers. Ils étaient dominés par la bibliothèque, par ses promesses et par ses interdits. Ils vivaient avec elle, pour elle, et peut-être contre elle, dans l'espoir coupable d'en violer un jour tous les secrets. Pourquoi n'auraient-ils pas dû risquer la mort pour satisfaire une curiosité de leur esprit, ou tuer pour empêcher que quelqu'un ne s'appropriât un de leurs secrets jalousement gardés? Tentation, certes, orgueil de l'esprit. Bien différent était le moine copiste imaginé par notre saint fondateur, capable de copier sans comprendre, abandonné à la volonté de Dieu, écrivant parce que orant et orant en tant qu'écrivant. Pourquoi n'en allait-il plus ainsi? Oh, notre ordre n'avait certes pas le privilège des dégénérations. Il était devenu trop puissant, ses abbés rivalisaient avec les rois. N'avais-je pas en Abon l'exemple d'un monarque qui, avec le fer d'un monarque, cherchait à mettre fin aux controverses entre monarques? Même le savoir que les abbayes avaient accumulé servait maintenant de monnaie d'échange, raison d'orgueil, motif d'ostentation et de prestige. Ainsi que les chevaliers faisaient étalage de leurs armures et étendards, nos abbés faisaient étalage de leurs manuscrits enluminés. Et d'autant plus folie que nos monastères avaient désormais perdu jusqu'à la palme de la sagesse. Les écoles cathédrales, les corporations urbaines, les universités copiaient désormais les livres, peut-être davantage mieux que nous, et en produisaient de nouveaux. Et là était peut-être la cause de tant de malheurs. Eh bien voilà, pas trop difficile, n'est-ce pas? Pas mal d'indices. Je vous referai cette rubrique une fois par mois, histoire de vous donner envie, je l'espère, de vous plonger dans les grands classiques intemporels, et tellement merveilleux.